Bienvenue dans Causerie du soir sur notre chaîne C'est entre nous. Aujourd'hui, on va plonger dans un décryptage vraiment fascinant. Mais pour commencer, il faut s'imaginer une scène un peu surréaliste. Imaginons une usine super paisible, Ouais, le genre de truc bien tranquille. exactement, nichée dans les montagnes du Jura français. Et ce matin-là, le directeur se réveille avec la perspective glaçante d'une faillite imminente. C'est le cauchemar industriel par excellence. Totalement. Et la raison de ce cauchemar, c'est pas une mauvaise gestion, hein, ni une crise locale. C'est un drone. Un drone rudimentaire qui vole au ras de l'eau à plus de 5000 km de là, quelque part dans le détroit d'Ormuz. C'est une image hyper saisissante en fait. Et je trouve que ça résume parfaitement le décalage brutal auquel on assiste en ce moment. Grave. Parce que on a souvent tendance à percevoir l'économie mondiale comme, tu sais, une infrastructure un peu abstraite, une grosse machinerie où chaque pièce interagit de manière fluide, prévisible. Un truc bien huilé, quoi. C'est ça. Mais en fait, il suffit que l'un des corridors maritimes les plus critiques de la planète se fige et bam, cette illusion de stabilité, elle s'effondre d'un coup. Et c'est exactement ce qui ressort des documents qu'on a rassemblés pour notre analyse d'aujourd'hui. On s'appuie sur une sacrée pile de sources. Des rapports géopolitiques récents, des interventions d'experts militaires, notamment des stratèges français, et des reportages économiques de terrain. Un gros boulot de synthèse pour le coup. Ouais, vraiment. Et la mission de notre exploration, là, c'est de comprendre cette mécanique. Comment est-ce qu'un bras de fer diplomatique et militaire à des milliers de kilomètres arrive à dicter la marche du monde? Et surtout, comment la tension entre les États-Unis de Donald Trump et l'Iran menace directement nos industries locales et le quotidien des gens. Et pour comprendre ça, il faut d'abord accepter un truc. La nature même de ce conflit, elle défie totalement nos grilles de lecture habituelles. C'est-à-dire? Ouais. Les sources militaires soulignent qu'on n'est pas du tout face à une déclaration de guerre formelle. Mais on n'est pas non plus dans une phase de paix, tu vois. Ouais, on est dans un entre-deux bizarre. Exactement. On navigue dans une zone grise qui est extrêmement volatile. La ligne entre le bluff diplomatique et la guerre ouverte, elle n'a jamais été aussi floue. Ok, décortiquons ça parce que c'est hyper intéressant. Cette fameuse zone grise, on la voit super bien quand on regarde ce qui se passe au sommet de l'État américain. Ah oui, le fameux revirement. Mais carrément, l'une des notes de synthèse parle d'un revirement diplomatique mais spectaculaire de l'administration de Donald Trump. D'un côté, on a un ultimatum d'une sévérité de dingue. 48 heures, c'est ça. Ouais, 48 heures pour rouvrir le détroit d'Ormuz, sinon, je cite, les centrales électriques iraniennes seraient purement et simplement anéanties. Et puis, presque dans la foulée, le président annonce des, je cite encore, discussions très approfondies. Ce qui soulève une question importante en fait. Comment les marchés réagissent à ça? Parce que le cours du pétrole et les marchés financiers, ils ont horreur de l'incertitude. C'est clair. Et là, les sources montrent que dès que cette hypothèse de discussion a été évoquée, le prix du baril a baissé. Temporairement, certes, mais il a baissé. Et c'est un indicateur que le bureau ovale surveille de très près. Sauf que, et c'est là que ça devient complètement fou, cette ouverture, elle a été torpillée direct par l'Iran. Ouais, par Mohammad Bagher Ghalibaf, c'est bien ça, hein? C'est lui, le chef du Parlement iranien. Il a fait un démenti immédiat en accusant Washington de manipuler les marchés boursiers avec des fausses annonces. C'est vraiment un jeu de poker menteur. Mais de ouf. C'est comme une immense négociation immobilière. Imaginons un acheteur qui change d'avis toutes les heures, qui passe des menaces au grand sourire. Et en face, le vendeur est représenté par 5 personnes différentes. Voilà, 5 personnes qui refusent de se parler. C'est tout à fait ça. Les rapports diplomatiques insistent beaucoup sur ce flou institutionnel iranien. C'est un vrai labyrinthe. T'as le guide suprême, évidemment, qui a le dernier mot, mais t'as aussi les gardiens de la révolution. Qui sont hyper décentralisés, non? Exactement, décentralisés en 31 régions. Ils ont une autonomie énorme. Et à côté de ça, t'as le président, le chef du Parlement. Du coup, la question des diplomates, c'est avec qui on négocie? C'est insoluble comme truc. Ce qui m'amène à une question, est-ce que la stratégie américaine, au fond, c'est pas juste de gagner du temps sous couvert de diplomatie? C'est une hypothèse très sérieuse. Surtout quand on voit que, selon les rapports, les objectifs initiaux des États-Unis sont pour l'instant un échec. Ah ouais, sur quel plan? Le but, c'était de stopper le nucléaire et le programme balistique iranien. Mais objectivement, les observations montrent que l'Iran continue d'enrichir de l'uranium et de tirer des missiles. D'accord. Et pendant que tout le monde bluffe, le détroit d'Ormuz est complètement paralysé. J'ai halluciné en lisant les chiffres. Le trafic a chuté de 95%.
95%, c'est un blocage quasi total. Ouais, et les marins sont terrorisés. Les sources disent que certains navires coupent carrément leur GPS pour passer inaperçus la nuit, ou alors ils payent un racket énorme. 2 millions de dollars. C'est ça. 2 millions juste pour avoir le droit de passer. C'est de la folie. Et c'est là qu'on voit débarquer un acteur complètement inattendu dans les documents, le Pakistan. Ouais, le médiateur surprise. Mais pourquoi eux, en fait? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Le Pakistan a des atouts assez uniques, pour le coup. Déjà, le pays a été fondé par un chiite, ce qui aide à créer un lien avec Téhéran. Ah, pas bête. Mais surtout, et c'est le point clé des analyses, le Pakistan agit comme un proxy, un relais d'influence pour la Chine. Ok, la Chine qui a, j'imagine, un besoin vital de ce pétrole. Exactement. Pékin veut sécuriser ses approvisionnements à tout prix, et vu qu'ils financent massivement les infrastructures pakistanaises, ils utilisent Islamabad pour faire passer leur message à l'Iran. D'ailleurs, le Pakistan est l'un des rares pays à avoir réussi à faire passer un navire récemment. Ce qui prouve que le canal de discussion fonctionne un minimum. Mais bon, vu que la diplomatie globale ressemble à un immense écran de fumée, il faut regarder ce qui se prépare vraiment sur le terrain, le fameux échiquier militaire. Et là, l'ambiance n'est plus du tout à la discussion. Non, pas du tout. Les rapports parlent d'une dette limite officieuse, autour du 9 avril. C'est là que l'armada américaine doit arriver. Et on ne parle pas de petits effectifs, hein. Non, on parle de 2 corps expéditionnaires de Marines et d'unités aéroportées mythiques. Comme la 82e division, ceux de la Normandie. Exactement. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'ironie de la situation. D'un côté, la communication de l'administration américaine se veut plutôt rassurante en parlant de diplomatie, mais de l'autre, il déploie une force d'invasion. Et l'objectif potentiel identifié par les experts militaires français, c'est l'île de Karg. L'île de Karg, c'est si important que ça? C'est le centre névralgique. 90% des exportations pétrolières iraniennes partent de là. Si tu prends Karg, tu coupes les vivres du régime. Ok, je vois. Mais évidemment, l'Iran s'est pas laissé faire. Et c'est là qu'on arrive à, franchement, la grosse surprise de ces rapports. Le tir de missile vers Diego Garcia. Ah, ce fameux tir. L'effet psychologique a été dévastateur. Bah oui, parce que Diego Garcia, pour situer, c'est une base américano-britannique hyper sécurisée, perdue dans l'océan Indien. L'Iran a tiré 2 missiles vers cette base, qui est quand même à 4000 km de là. Une portée impressionnante. Même si techniquement, les ingénieurs iraniens ont dû alléger les charges explosives pour atteindre cette distance. Ouais, et puis les sources précisent bien qu'un missile est tombé à l'eau et l'autre a été intercepté. Mais l'effet médiatique, waouh! Les chaînes Protront aux États-Unis ont commencé à diffuser des cartes en boucle. Montrant que l'Europe était à portée de tir. C'est ça. Paris, Rome, Munich. Tout le monde serait à portée. Mais là, je t'avoue, je me fais l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Attends, un missile rate sa cible à 4000 km, avec une charge allégée, et soudain, toute l'Europe est en danger mortel. Est-ce qu'on tombe pas exactement dans le piège de la guerre psychologique que l'Iran essaye de tendre? C'est une excellente remarque. Et oui, bien sûr, c'est un outil de dissuasion psychologique massif. Mais, et c'est là que les experts militaires nuancent, il ne faut surtout pas sous-estimer leur capacité réelle. Ils ont d'autres cartes dans leur manche. Complètement. Depuis le début du conflit, l'Iran a tiré environ 1200 missiles. C'est pas juste un petit coup de bluff. Et dernièrement, il y a eu ce tir de 9 missiles à trajectoire hyperbolique. Attends, hyperbolique. Ça veut dire quoi concrètement par rapport aux défenses habituelles? En gros, un missile balistique classique, ça monte très haut et ça redescend, comme une cloche. C'est prévisible. Les radars le voient arriver de loin. Comme pour le dôme de fer israélien. Voilà. Le système calcule la trajectoire et l'intercepte. Mais une trajectoire hyperbolique, ça vole beaucoup plus bas et beaucoup plus vite. Ça reste sous le radar pendant super longtemps. Ah ouais, l'enfer pour les défenses. Et le pire, c'est qu'ils ont réussi à frapper près de la ville de Dimona, en Israël, en déjouant complètement le dôme de fer. Ça a totalement rebattu les cartes pour les états-majors occidentaux. Et ça rend la fameuse invasion de l'île de Karg dont on parlait, beaucoup plus compliquée que prévu. Absolument. Les généraux cités dans nos sources comparent d'ailleurs ce plan d'invasion aux leçons tirées de la guerre en Ukraine face à la Russie. Dans quel sens? Dans le sens où une opération terrestre contre un régime assiégé, ça tourne rarement à la promenade de santé. L'Iran, c'est les rois de la guerre asymétrique. Ils ont 125 000 hommes dans l'armée régulière. Et les gardiens de la Révolution par-dessus ça? Exactement, 160 000 padarans, avec un arsenal asymétrique terrifiant, des mines flottantes, des vedettes kamikazes, des essaims de drones. L'acharnement défensif serait inattendu et sanglant.
C'est glaçant. Mais bon, pendant que les militaires jouent aux échecs, il y a une autre onde de choc qui se propage. Et celle-là, elle frappe directement nos portefeuilles. C'est clair, l'impact économique est immédiat. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on parle plus de géopolitique lointaine. Les missiles volent à des milliers de kilomètres, mais l'impact, on le sent à la pompe à essence. Et les avertissements sont très clairs. L'Agence internationale de l'énergie a lancé une alerte mondiale. On frôle la crise historique. Les exemples dans les rapports font vraiment peur. Aux Philippines, ils ont dû déclarer l'état d'urgence. En Ukraine, ils craignent une pénurie de diesel pour avril, ce qui paralyserait le pays. Même le Japon doit puiser dans ses réserves stratégiques. Ouais, le Japon, hein. Et au Chili, le prix du litre a bondi d'1 $. Aux États-Unis, c'est 40% d'augmentation à la pompe. Tu imagines la pression intérieure sur le gouvernement américain avec une hausse pareille. L'inflation s'envole, c'est inévitable. Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est vraiment l'arme la plus redoutable de l'Iran, cette asymétrie économique. C'est le fameux effet papillon. Un détroit de quelques kilomètres de large se ferme au Moyen-Orient, et boum. Et c'est là qu'on en revient à notre usine du Jura du début. La fameuse Plastic Valley. La Plastic Valley, ouais. C'est un bassin industriel de 300 usines, 10 000 emplois en jeu, Et pourquoi ils sont menacés de faillite? à cause du plastique. Les granules, plus précisément. Exactement. Les rapports de terrain expliquent qu'une seule entreprise locale a besoin de 75 tonnes de granules de plastique par jour. Et devine d'où viennent 70% de ces fameux granules. Du Golfe, via le détroit d'Ormuz. Bingo! Avec le blocage, les prix de la matière première ont explosé. 30% de hausse en 3 semaines. Et il prévoit que ça pourrait atteindre les 50%. C'est insoutenable pour une industrie locale. C'est impossible, les fournisseurs refusent de confirmer les prix ou même les dates de livraison. Du coup, c'est tout un secteur, 120 000 emplois en France, qui se retrouve sous la menace d'un chômage partiel massif. Et ils se sentent complètement oubliés des aides gouvernementales. Ce qui est dingue quand on y pense, c'est l'efficacité de la stratégie iranienne. Produire des milliers de drones, ça leur coûte presque rien. Ouais, par rapport à un porte-avions, c'est que dalle. Exactement. Des drones peu coûteux suffisent à bloquer un commerce mondial qui pèse des milliards. C'est une asymétrie parfaite. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Si on essaie de synthétiser, on est face à une impasse totale. D'un côté, l'imprévisibilité de l'administration américaine, de l'autre, l'opacité et la résilience du régime iranien. Avec des démonstrations balistiques comme Diego Garcia pour maintenir la pression psychologique. C'est ça. Et au milieu, le monde entier qui paye la facture, de la pompe à essence américaine jusqu'à notre petite usine de la Plastic Valley. Et d'ailleurs, pour conclure cette analyse, il y a une dernière observation soulevée brièvement par les sources qui m'a vraiment fait réfléchir. Ah oui? Un truc qu'on n'a pas encore abordé? Oui, un élément laissé un peu en suspens dans les rapports, ça concerne la vulnérabilité de nos infrastructures invisibles. Comment ça? Invisible? Eh bien, on a beaucoup parlé des routes maritimes et du pétrole, mais les documents font état d'un ciblage très spécifique par certains drones iraniens, les data centers. Attends, vraiment? Les centres de données? Ouais, notamment les serveurs cloud d'Amazon situés à Bahreïn. Et ça amène une idée franchement provocatrice, à méditer pour l'avenir. Je t'écoute, tu m'intrigues. Si la véritable menace pour l'économie mondiale de demain, ce n'était plus du tout le blocage des routes maritimes pour le pétrole, mais plutôt la destruction ciblée des nœuds numériques. Oh, waouh! Oui, ces nœuds qui hébergent absolument toutes les données de notre monde hyper connecté. On entrerait dans une nouvelle forme de guerre de l'ombre. Où un simple drone à très bas coût pourrait en fait débrancher l'économie bien plus vite qu'un embargo pétrolier. T'as plus de serveurs, t'as plus de banques, plus de logistique, plus rien. Exactement. C'est la vulnérabilité ultime de notre époque. Ça fait froid dans le dos, mais c'est une perspective qu'il va falloir garder en tête. On va clairement continuer à garder un œil critique sur l'évolution de toute cette situation. Merci beaucoup pour ces éclairages, c'était vraiment passionnant. Merci, c'était un plaisir de décortiquer tout ça. Et un grand merci à tous ceux qui nous suivent pour ce décryptage. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les dynamiques complexes de notre monde. Prenez soin de vous.